ça qu'on veut montrer. Ok. Je le mets là pour que je l'ai. On veut faire ça. Et qu'est-ce qu'on sait? Alors, il faut que je remonte dans le contexte de l'exercice. On veut montrer que E, c'est im... Ah, mais on sait déjà... Ah oui, mais non. D'accord, c'est la question 12. Ok. Et on sait quoi? Attendez, je remonte juste dans le DO de la partie 1, soit U un endomorphisme. On pourra utiliser soit U un endomorphisme, puis U son polynôme minimal. Ah voilà, c'est ça que je cherchais, excusez-moi. Pour la suite de cette partie, on notera PU, c'est le produit des décompositions en facteur premier du polynôme minimal, et on admettra que si pour tout i on pose QI qui vaut ça, il existe des polynômes, enfin c'est le théorème de Bezout qui nous dit que ça fait R1Q1 plus R2Q2 plus R ceci. On pose alors PI, c'est RI rond QI, et on a ça. Alors je vais juste noter ça. Je pense pas que j'ai besoin de beaucoup plus que ça. Je pense pas. Ah oui, et chaque pays est un projecteur. Voilà. On a besoin, hop. Ok. Alors déjà, première chose, alors c'est pas la question 11, hein, mais la question 9 qui demandait de faire ça, c'est quelque chose que j'avais... Alors, j'ai mon pointeur, ouais. On va repartir là, peut-être... ouais. Savoir faire ça, on est d'accord que c'est un truc qu'on a fait en début d'année en classe. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'était classique, c'est classique avec des choses autour. Donc là, ça fait partie des choses, je trouve, cette question 11, qui est un autour, donc on l'a pas fait en classe, mais qu'il faut avoir une idée dessus. Ça veut dire quoi pour vous? Alors attendez, j'essaye de retrouver mon pointeur à chaque fois, il est là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prouver ça? Alors, E s'écrit en combinaison linéaire. Comment on va le faire? Qu'est-ce qu'on va prouver? Qu'est-ce qu'on va écrire? Je suis d'accord avec toi. Il faut écrire que E s'écrit comme combinaison. Mais E, c'est un espace vectoriel. On n'écrit pas des choses sur les espaces. Donc, on doit écrire que pour tout X appartenant à E, X doit s'écrire... Alors, X doit s'écrire de façon unique. On va voir le unique derrière. Mais déjà, X doit s'écrire... Je vais l'écrire comme ça. Y1 jusqu'à YM. Avec YI qui est dans l'image de PI. Est-ce que vous êtes d'accord juste avec moi? Avec ça, c'est une des choses qu'il faut prouver. Deuxième chose, et ça on l'a fait 1 million de fois, il faut que vous sachiez le faire, et vous savez le faire, c'est comment on peut écrire YI autrement vu que YI est dans l'image de PI. Alors, il existe du coup un XI avec YI qui s'écrit PI de XI. Et du coup, il faut arriver à écrire... Alors, il n'y a pas d'indice, hein, là c'est juste moi qui ai mal écrit. Donc, en gros, on veut montrer... Alors, on veut, hein, c'est pas ce qu'on a. J'écris juste ce qu'on veut. On voudrait écrire que X est P1 d'un certain X1 plus PM d'un certain XM. Quel que soit X. Si on fait ça, on n'a pas démontré que la somme était directe, on a démontré qu'il y avait somme. E est égal à la somme et on n'a pas encore prouvé direct. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce qu'on doit faire? Regardez ce que j'ai mis moi dans ce qu'on sait. La somme des pays égale l'identité. Donc maintenant, je vais les appeler 1 et 2, ces deux relations, mais juste pour cette question, c'est juste pour vous écrire ça. C'est ce qu'on veut d'après 2. Qu'est-ce que je peux écrire d'après 2? D'après 2, quel que soit x dans E, si j'applique cette relation d'application linéaire à x, j'obtiens que x, c'est la somme pour i égale 1 à m des PI de x. Je viens d'écrire que x peut s'écrire P1 de x plus PM de x. Je viens de montrer, entre guillemets, alors en écrivant ça, j'écris que E est inclus dans im de P1 plus im de PM, on est d'accord. L'inclusion réciproque... non, c'est l'inverse, excusez-moi. J'ai mal écrit. C'est ce que j'ai bien dit ce que j'ai dit à l'oral, mais j'ai pas écrit le bon symbole, excusez-moi.
En écrivant que tout x de E peut s'écrire comme ça, j'ai montré que ça c'était inclus là-dedans. L'inclusion dans l'autre sens, elle est évidente. Hein. Une somme de sous-espaces vectoriels, c'est toujours inclus dans l'espace ambiant. Donc je viens de montrer que c'est la somme. Maintenant, il faut que je montre que cette somme est directe. Pour montrer que cette somme est directe, il faut que je montre que cette décomposition, elle est unique. Alors attention, comme il y en a n, attention, hein. Comme c'est pas juste 2, je l'avais bien dit en début d'année, parce que c'est nous qui avons généralisé au premier chapitre d'algèbre, ça, vous ne pouvez pas passer par des intersections pour aller me justifier que cette somme est directe. Il faut forcément prouver que la décomposition est unique. Donc, ce que je vais juste faire, c'est que je vais dire d'un côté, x peut s'écrire y1 plus ym avec, encore une fois, yi qui est dans im de pi. Et on va supposer maintenant, supposons, je vais aussi dire que ça s'écrit z1 plus zm avec zi dans im de pi. Donc je suppose qu'il y a deux écritures. Je vais montrer que les deux écritures sont les mêmes, que les zi sont égaux aux yi. Ok? Je repars de ce qu'on a. Qu'est-ce qui pourrait vous aider là-dedans? Je veux par exemple aller prouver, tiens, je veux aller prouver, montrons que yi est égal à zi. Je repars de ce que j'ai écrit et que j'ai mis, donc de ce qu'on a. C'est les infos qu'on a sur les pays. Alors justement, c'est ça qu'il faut se servir, mais il faut une deuxième info en même temps qu'il faut traduire. On sait que chaque pays est un projecteur, ce qui va nous dire que pays... C'est quoi l'info pays projecteur? Pays carré égale pays. C'est juste ça qu'on va gagner. Du coup, si on se sert de ça, si je repars de comment je vais m'en servir, bah là en fait je peux réécrire aussi, c'est une autre façon de l'écrire, mais x c'est... c'était P1, on avait dit P1 d'un certain x1 plus, enfin au lieu de les écrire z, c'est juste ça va m'aider, je peux les écrire PM d'un certain xm, vous êtes d'accord? Et du coup je pourrais écrire, donc ça c'est je réécris ce que veut dire la relation en y, ça me ferait une relation si je l'écris comme ça, et je pourrais l'écrire avec autre chose, du coup la relation en z, elle voudrait juste dire que je peux écrire que c'est un P1 de x'1 jusqu'à PM de x'. Et mon but, c'est juste de montrer que les P1 de x1 et les P1 de x'1 sont celles-ci. Donc, si vous voulez utiliser la relation 2, la relation qui était 1 là-haut, et je suis d'accord avec vous, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais composer cette relation-là, la relation qui est là, l'égalité qui est là, je vais la composer par... je compose par... Alors, ça dépend, mais par PI, par exemple. Ça va me donner PI de x... qui va valoir PI rond par linéarité. Là, j'applique juste la linéarité. Mais si j'applique la linéarité, ça va bien faire PI rond P1 de x1 plus... Alors, je vais le faire en 3 petits points. Il y a un moment, il y a un PI rond PI de xi. Il y a d'autres termes. Et à la fin, il y a un PI rond PM de xm. Vous êtes d'accord? Et il y a la même chose en prime. Je vais réécrire après avoir fini mes calculs ce que ça fait en prime. Donc maintenant qu'on a ça fait tous les termes parce que voilà, à cause de la relation 1, tous les termes ici sont nuls. Ça c'est à cause de 1. Donc il va me rester qu'un seul terme qui est PI carré de xi. Et puisque c'est un projecteur, ça fait PI de xi. Donc PI de x, ça fait forcément PI de xi. Mais de même, si je fais les calculs avec... si je fais les calculs en x', l'autre écriture que j'ai en x', je vais obtenir que PI de x, ça va faire PI de x'. Donc les deux sont bien égales à la même chose qui est PI de x en fait. Donc j'ai forcément... yi qui est égal à zi, quel que soit i. J'ai montré que ma décomposition était unique. Ok pour cette question 11?
Ça vous va que, enfin, alors, soyons clairs. Ce que je veux là, j'ai un peu trop, je trouve, là maintenant, fait mon prof. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt vous, qu'est-ce que vous êtes capable de faire et quelles infos vous avez. Alors, c'est à moi d'aller rechercher comme les pays. Mais là, ce que je vous ai rappelé, qui est pour moi un peu trop et que j'aurais voulu que vous ayez le jour J, avoir en tête, il faut que la décomposition existe et il faut qu'elle soit unique. Surtout, la deuxième partie, j'insiste, je pense qu'énormément de candidats vont essayer de faire des trucs avec des intersections et que ça marche pas. Les intersections, ça marche quand on a deux. Que quand il y en a que deux, voilà. Dès qu'on a plus que deux, ça ne marche plus. Justement, le problème ici, c'est quand ils nous envoient plusieurs composants, et que juste avant, vous avez défini l'un des noyaux. Non, voilà, je pense à essayer de faire un lien avec les N. C'était ça le problème, je pensais pas à ça. Alors, justement, deuxième chose, je remonte sur le sujet, justement. Moi, je repars dans le sujet. J'ai cru comme toi. Parce que il te redonne le lemme de décomposition des noyaux, on a que les PU c'est des P1, K1, etc. Mais en fait, c'est à la question 10 qu'on t'a fait. Alors, à la question 10, on t'a fait utiliser le lemme de décomposition des noyaux. Normalement, la question 10, c'est juste quel est Hamilton et décomposition des noyaux. C'est juste ça. Et du coup, j'ai failli dire, oh, il y a une deuxième décomposition, faut montrer que les hymnes de pays sont les ANI. Sauf que regarde la question 12. C'est la question 12 de montrer que les hymnes de pays sont les ANI. Donc du coup, ton idée d'utiliser le lemme de décomposition des noyaux, non. C'est la question 12 qui va faire le lien entre la question 11 et la question 10. Ok ? Donc à cause du fait qu'il y a une question 12, je savais que c'était pas une bonne idée. Je suis d'accord avec toi, j'ai réfléchi plutôt comme ça. Mais dès que j'ai lu la question 12, quand je l'ai relu là, je fais ah non, c'est pas là où il faut utiliser le lien entre les deux, c'est la question 12 qui fait le lien entre les deux. Ok sur comment le sujet pouvait indiquer que c'était pas la même chose à prouver. Ok. Du coup, la question 12, faut la faire aussi? C'est ça, enfin tout à partir de la question 12. Question 12, après... Ouais, bon, on va déjà faire la question 12. Alors, la question 12, ouais, alors, je vais vous la présenter de différentes façons, mais moi, il y a quelque chose qui me paraît évident à dire pour simplifier ce qu'il faut prouver. Comment vous voulez me prouver, alors je vais aller la mettre de l'autre côté pour qu'il y ait de voix après... Alors, Windows... Ah, j'ai pas... Windows Majest, pardon. Alors moi, vraiment, je vois un truc comme ça. Je vais peut-être mettre... Attendez, je vais peut-être refaire. Juste... Alors, c'est la question 12 qu'on regarde, mais c'est parce qu'il y a une deuxième info un peu plus précise à faire derrière. Donc, je vais mettre ça dans l'image pour qu'on ait les infos que je veux. Je descends. Je change de page. Hop, voilà. Donc on est à la question 12, où il faut montrer que NI est égal à im de pays. Pour tout i. Qu'est-ce que vous voulez faire pour montrer ça? Un truc d'unicité en utilisant les deux... Qu'est-ce que vous... Je suis d'accord avec vous, il y a un truc qui va simplifier. En gros, alors moi je le poserai comme ça. Qu'est-ce qu'il suffit de faire pour avoir gagné? Alors, il y a un petit raisonnement qui va faire gagner, mais qu'est-ce qui, pour moi, suffit de faire pour avoir gagné? Parce qu'instantanément, tout va marcher. C'est comme ça que j'ai pris la question, quand je l'ai lu. Alors, j'ai même pas regardé le détail de si je sais faire le petit truc que je vais vous dire. Je pense que ça doit aller. Mais je sais que si je sais prouver quelque chose, j'ai fini la question. Et le quelque chose est beaucoup plus léger que prouver que NI est égal à im de pays. Trop dur, je sais pas faire. Ah, tu pensais peut-être à une récurrence ou un truc comme ça, toi, non? En disant ça? Non, je l'ai... Enfin, alors, c'est pas ma vision initiale du problème. Attendez, une récurrence? Bah, en fait, une récurrence... Il faudrait que dans ce cas-là, au début du sujet, on ait parlé de N1, N2, im de P1, im de P2, et je suis pas sûr que ça a été vraiment fait au début, ça. Donc, je le vois pas trop comme une récurrence. Alors là, c'est une autre façon, mais je veux que vous ayez ce réflexe-là, et là, vous l'avez pas à froid. Je vous demande de me prouver que deux espaces vectoriels F et G, deux sous-espaces d'un même espace E, sont égaux. Qu'est-ce que vous faites? Bah en fait, alors, double inclusion est une mauvaise stratégie. Mais c'est le bon point de départ. On peut montrer par exemple que F inclus dans G et... si on voit pas...
Ah mince, c'est trop à gauche, pardon, désolé. Attendez, je peux aller où? Vous voyez là, j'ai mis juste au bord. Ah oui, donc vous n'avez même pas le début des questions. Donc je peux pas aller plus loin que là quelque part. Ok, donc je veux dire, si je vous demande de prouver que f est égal à g. Exactement. Alors, je veux que ce soit votre réflexe de je veux prouver ça. Maintenant, voilà pourquoi je vous dis que la question pour moi est beaucoup plus légère et simple que ça. Mais il y a un petit raisonnement technique, mais c'est pour ça qu'il faut le voir. Pour moi, il suffit, et on va réfléchir après ensemble à qu'est-ce qu'on va faire, parce que je ne l'ai pas fait, et je pense qu'on peut... Enfin, j'ai un a priori encore, je vais vous le dire après mon a priori, mais soit j'essaye de montrer ça, donc on va essayer, montrons que NI est inclus dans IM de PI, ou je vais essayer de montrer que IM de PI est inclus dans NI. Ça, je dois le faire. C'est une question, je vais prendre un X qui est dans l'un, je vais montrer qu'il est dans l'autre, et c'est tout. Il faudra le faire. Mais maintenant, pourquoi si j'ai juste fait ça, et j'ai pas besoin d'aller plus loin, j'ai gagné? Bah, parce que j'ai la double égalité qui est là. Et maintenant, que dit cette double égalité? Elle dit des choses sur la dimension. C'est que la dimension de E, c'est la dimension de N1 plus jusqu'à la dimension de Nm, et que c'est aussi, du coup, par l'autre égalité, la dimension de IM de P1 jusqu'à la dimension de IM de PM. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Du coup, c'est juste pour comprendre, sans aller jusqu'à ce raisonnement-là. Mais imaginons que j'ai montré, pour faire simple, j'ai montré que NI est inclus dans IM de PI. Instantanément, j'ai que dim de NI est plus petite que dim de IM de PI. Est-ce que vous êtes d'accord? Or, je suis en train de dire que ceci est plus petit que dim de N1 est inclus dedans, que ceci est à chaque fois plus petit que dim de... Ah non, c'est dans l'autre sens, pardon. Pardon. Avec ce que j'ai supposé, j'ai que ceci est plus petit que dim de IM de P1, plus à chaque fois dim de IM de PM. Donc j'ai que cette somme est plus petite que celle-là, mais que les deux sont égales. Ça me dit quoi sur chacun des nombres à l'intérieur de la somme? En gros, j'ai des dimensions, je vais dire n'importe quoi. Ça, c'est 2, après j'ai un 3, ici j'ai un 2 encore, vous êtes d'accord? Là, j'ai potentiellement d'autres dimensions, mais je sais qu'à chaque étape, c'est plus petit. À chaque étape, je sais que chacun des nombres est plus petit. Mais pourtant que la somme est exactement égale au même nombre, vu que ça fait la dimension de E. Ça veut dire, et il n'y a pas besoin de le justifier, ça veut juste dire que chacun des nombres est forcément égaux à l'autre. Donc, si j'ai montré une inclusion, par le fait que j'ai égalité là-haut dans les dimensions, en disant que les deux... Ah, j'ai perdu mon curseur encore une fois, excusez-moi. En disant la double égalité ici, si j'ai une inclusion, j'ai forcément égalité des espaces. Parce que puisque les sommes des dimensions sont les mêmes, et que chacune des dimensions est plus petite que l'autre, ça veut dire que les dimensions sont égales. Je pense vraiment que ça vaut au moins la moitié des points à cette question de remarquer ça en l'expliquant précisément. C'est-à-dire que même si vous n'arrivez pas à faire l'inclusion, dire si je prouve une inclusion, j'ai ça, ça marche. Alors, il faut en bien, je peux vous le rédiger après s'il faut, mais il faut le rédiger une fois qu'on a prouvé l'inclusion. Enfin, c'est plus propre, ok? Maintenant, juste, dans le choix de mes deux inclusions, je peux prouver que, alors, NI, qui est un ker de quelque chose, c'est ker de... Alors, je pense, je remonte dans le sujet, mais je pense que c'est ker de x moins lambda i puissance ki, ou un truc comme ça, là. C'est ker de x moins lambda i puissance alpha i. J'arrive. Ça, c'est ker de x moins lambda i puissance alpha i, ok. Et faut montrer, alors il faut soit montrer que NI est inclus dans IM de PI, ou montrer que IM de PI est inclus dans ker de quelque chose. Ah oui, pardon, c'est le ker de c'est le ker de ça puissance alpha i, pardon. Mais en gros, ma question est la suivante. Il faut soit montrer qu'un noyau est inclus dans une image ou qu'une image est inclue dans un noyau.
Qu'est-ce que vous tentez de faire? Moi, je sais dans quel sens je le ferai. Oui, je le prends dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que montrer que quelque chose appartient à un noyau, c'est montrer que quelque chose est égal à 0. Donc c'est plus simple. En général, montrer une égalité avec un égal 0, enfin, si vous voyez comment simplifier les termes, vous voyez ce que vous devez faire et ce que vous devez dire. Donc moi, je vais plutôt essayer de montrer, montrons que im de pays, je ne l'ai pas fait, hein. Comme je ne savais pas ce que vous m'avez donné comme question, j'ai lu et je me suis dit, cette question-là, je comprends que les deux questions d'avant me font dire que si j'ai l'une inclusion, j'ai l'égalité des dimensions. Mais il faut que je montre que im de pays est inclus dans ker de... Ah non, n1, mais c'est pour le polynôme... attendez. Ker de n1, c'est... Enfin, n1, c'est avec du u. Ok, j'ai oublié de l'écrire, mais c'est avec du u. C'est du u moins lambda i fois l'identité. Ben si, le puissance alpha i, attendez, je suis pas fou, il est à l'intérieur. Ah. Ah. Ah bah vous voyez, bah je suis pas d'accord avec toi. Justement, les notations sont pas bonnes. Le alpha i, il est à l'intérieur. Hein. Enfin, il est dans le noyau. Ça... Oui, il a u moins lambda i de puissance alpha i. Oui. Après, il y a d'autres parenthèses. C'est ça. C'est u. Bah voilà, il y avait un problème. J'ai repris parce que j'ai pensé avoir fait une faute de notation, mais c'est bien ça. Il manque une notation. En fait, ils n'ont mis aucune parenthèse à leur im. Donc, ils n'ont aussi mis aucune parenthèse à leur ker. Ce qui est, je suis d'accord, ce qui est moche à lire et ce qui m'a, comme tu m'as dit, j'ai pas fait gaffe, j'ai cru qu'il y avait une faute de frappe. Non, il n'y a pas de faute de frappe. Donc, ok. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, montrer ça? Bah, pour tout, alors je vais d'abord le noter, pour tout y appartenant à im de pays, je veux aller calculer u moins lambda i id puissance alpha i de y. Et je dois montrer que ça fait 0. Y, c'est dans im de pays, donc ça, c'est du u moins lambda i id puissance alpha i. Ouais, si vous pouvez juste fermer le temps qu'il sorte, enfin, tant que ça... Donc ça me fait un truc comme ça en pays de x. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, il faut que je retourne dans les notations, parce que là, maintenant, pour calculer ça, il faut que je me rappelle ce que c'est que pays. Et pays, ça, c'est d'autres notations encore. Alors, là, c'est ça qui va nous servir. Ouais. Windows Maj S. Ce que j'ai besoin, c'est... Alors, j'ai besoin de tout ça. J'ai besoin de ça. C'est juste pour les notations, hein, mais... Hop. Je repars de l'autre côté. Non, c'est pas ça. Je repars là. Je vais essayer de le mettre sur le côté. Du coup, je descends un peu. Hop, je remets ça. Je vais essayer de le réduire si je peux. Parce que je juste... Voilà, c'est juste pour qu'on ait l'info. C'est à peu près encore lisible pour que vous voyez où est l'info. Allez, faut pas que je le mette trop là. Encore, ça. Là, ça va. Enfin, c'est un peu petit, mais vous voyez ce que je veux dire. Je retire les infos du sujet, c'est juste ça. Donc, ce que j'ai besoin... c'est que PI, c'est RI rond QI, avec les RI qui sont là dans la relation de Bezout, et le QI, et PI, on est d'accord que le PI qui est là, c'est X moins lambda I. Le PI puissance, en fait, le PI puissance KI, ce qui joue le rôle de PI puissance KI, c'est X moins lambda I puissance alpha I. Ça, il me le faut, sinon ça marche pas. Sinon je l'ai. Oh! Ah non, elle est plus dure que ce que je croyais, la question. Bah, vous voyez, j'ai pas regardé jusqu'au bout la question, mais elle est un tout petit peu plus dure que ce que je croyais. On va y arriver. Mais c'est un tout petit peu plus dur. Alors, c'est pas vrai. J'ai dit que ça, c'était le pays. Non. C'est la puissance du polynôme minimal. Donc, c'est bien du x moins lambda i. Mais c'est pas puissance alpha i du tout. Alpha i,
Juste pour revenir aux notations, ça c'est la puissance à laquelle apparaît x moins lambda, mais dans le polynôme caractéristique. Ici c'est le x puissance, je vais mettre bien ki, et ça c'est la puissance qui apparaît dans le polynôme minimal. On sait une chose, et c'est ça qu'il faut se servir du cours, c'est que ki est par rapport à alpha i. Oui, il est plus petit. Et on sait donc que x moins lambda i puissance ki va diviser x moins lambda i puissance alpha i. Vous êtes d'accord avec moi? Enfin, c'est ça qu'il va nous falloir. Et c'est pour ça que je trouve la question un peu plus dure que ce que je croyais. Parce que je l'avais pas vu qu'il y avait cette... J'ai cru que c'était alpha i et que ça se simplifiait et que ça allait tout de suite, mais ça, c'est pas si simple que ça. Donc, ce qu'on va dire, c'est que ceci, c'est... Alors, je vais l'écrire comme ça. Ceci, c'est x moins lambda i puissance alpha i pris en u, pris en, et ça c'est ri de u rond qi de u. Et maintenant je vais m'en servir encore, c'est x moins lambda i puissance alpha i pris en u, rond ri de u dont j'ai rien à faire, et qi de u, c'est ce que j'ai besoin, c'est pi u de u, divisé par pi puissance ki de u. Alors, c'est très moche écrit comme ça. Vous n'avez pas vraiment le droit de l'écrire comme ça, vu qu'il n'y a pas de division de... Enfin, c'est-à-dire que c'est un polynôme, mais qui est le... non, je devrais même plutôt l'écrire comme ça. Pardon, excusez-moi. Je vais l'écrire comme ça avec un seul u pour le moment, pour pas vous induire en erreur. Sachant que ceci est bien un polynôme. Hein. C'est pas parce que je l'ai écrit comme un quotient que ce n'est pas un polynôme. Mais maintenant que c'est un polynôme, même celui-là, du coup, j'ai même plus besoin de la notation. Enfin, ou alors, soit j'enlève PI, soit j'enlève... mais PI, c'est... En fait, PI, c'est x moins lambda i. C'est juste, j'ai un x moins lambda i puissance ki pris en u. Ok? Maintenant, qu'est-ce que je peux dire de ça? Je peux dire deux choses et j'ai gagné. Cette puissance-là est plus grande que cette puissance-là. Vous êtes d'accord? Puisqu'on sait que le polynôme minimal divise le polynôme caractéristique, cette puissance-là est plus grande que cette puissance-là. Donc je peux réécrire cette égalité comme un x moins lambda i puissance alpha i moins ki de u. Ceci est bien encore un polynôme, car ki plus petit qu'alpha i, car pi u divise xi u. Ok sur l'argument? Rond ri de u. Et maintenant, c'est juste du... Il n'y a plus de division, vous êtes d'accord? Est-ce que le but de tout ça, c'est de trouver quoi donc? Bah, le but, alors justement, le but de tout ça, c'est de trouver quoi? Ouais. Mais on n'a pas déjà par pi u de u? Bah, alors justement, mais là, c'était pas pi u de u que tu avais, c'est pour ça que j'ai bien mis. C'est pour ça qu'ici, j'ai bien mis qu'un seul u. Parce que tu n'as pas accès au polynôme pi u de u ici, tu as accès à un polynôme divisé par quelque chose. Mais comme le divisé qui est là, on peut aller le cacher là-dedans, là maintenant j'ai bien écrit uniquement du pi u de u qui fait instantanément 0, et donc ceci va faire 0. Alors il y a juste une erreur de notation quelque part, parce que ceci, il faut que je l'écrive, il manque à la fin une parenthèse dit que c'est pris en x pris en x pris en x, mais c'est bien le pi u de u qui fait que c'est 0. En fait, c'est l'application linéaire nulle, et donc du coup, le x est bien dans son noyau. Ok? Ah si, c'est le... Bah, c'est le calcul. On était calculé au départ en y, mais c'est parce que je l'ai réécrit comme un pi de x que ça a fait marcher les choses. Mais c'est bien y qui fait... Enfin, c'est bien le calcul de base qui est bon. Donc de ça, donc, y appartient à ni, donc im de pi inclus dans ni. Donc, c'est ce que là je finis mon raisonnement de tout à l'heure, donc la dimension de im de pi est plus petit que la dimension de ni, et là je vais bien l'écrire, bien le rédiger. Et donc ce que je peux écrire, c'est que dim2 par, ça doit être Q12, j'ai plus les numéros, mais c'est pas très grave, hein, par Q12, c'est, alors je vais l'écrire avec des sommes, ça ira plus vite, c'est la somme des dimensions de ni. C'est aussi par Q11 la somme des dimensions
de im de pays, et c'est par ce qu'on vient de prouver à l'instant, plus petit que la somme des dim de ni. Donc j'ai un double encadrement d'égalité, entre guillemets, avec une égalité dedans. Et donc ceci me dit que ça implique que forcément chaque dim de im de pays, je mets pas les indices, c'est juste pour essayer d'aller vite et de... mais faudrait rédiger mieux que ça, mais ça fait bien dim de ni. Et puisque maintenant j'ai l'égalité des dimensions et les inclusions, j'ai égalité des espaces vectoriels. Ok, pour moi, il y a vraiment deux parties différentes à cette question. Il y a une partie, si j'ai une inclusion dans un sens, l'égalité des dimensions va me faire que... Enfin, les inégalités de dimensions vont faire que j'ai égalité des dimensions et vont faire que les espaces vont être égaux. Et ensuite, la deuxième idée que tu as eue, je crois que c'était toi, Amine, qui me l'a dit, où on peut faire les inclusions dans les deux sens, il me paraît beaucoup plus raisonnable de montrer que quelque chose est dans un noyau, si on a le choix, pour montrer un égal 0, ce qu'on a fait. Ok? Si jamais on a fait l'inverse, on devrait arriver à un boosté, c'est quoi? Si tu as fait dans l'autre sens, si tu essayes de faire l'autre, il faut montrer que ni inclus dans im de pays, ce qui voudrait donc dire qu'il faut arriver à écrire que quelque chose qui s'écrit u moins lambda i fois l'identité... Enfin, alors, quelque chose... Alors, il faut dire que non. Si x appartient à ker de u moins lambda i fois identité puissance alpha i, alors x peut s'écrire pi de y. Ça a l'air... Enfin, vraiment, ça a l'air vachement plus dur. J'y ai pas réfléchi. Ça doit se faire, forcément. Mais... faut trouver le y. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Enfin, c'est... D'où l'idée à chaque fois qu'il y a un sens qui est plus simple que l'autre. Enfin, c'est juste ça. Ouais, vraiment à froid. Ah, attendez. On doit pouvoir s'en sortir. Je l'écrirai pas jusqu'au bout, mais là, du coup, à mon avis, le but, c'est de s'en sortir en écrivant un truc à base de alpha i moins ki plus ki. Et en se disant que le alpha i moins ki est positif, donc il y a un bout qui est polynôme, l'autre bout, je vais pouvoir le faire apparaître dans la décomposition de pi, et faire un truc comme ça. Mais faut y penser. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça me paraît... Et on n'est pas au bout. C'est juste... C'est juste... Là, maintenant, je vois un point de départ. Mais il me paraît beaucoup moins évident, ce point de départ, que dans l'autre sens. Est-ce que ça vous va quand même pour Q12 ou vous voulez que je réfléchisse à ça? À mon avis, ça va être long et compliqué, mais ça doit être faisable. Hein, mais on avance? Alors. Ah, attendez, ouais. Donc Q12, donc après Q13. Oui, quel est le polynôme pi? Ouais, ok. Un truc, par exemple, dans PI, c'est PU divisé par PI. Les PI, ils ont défini x moins lambda i. Si on prend pour QI lambda i, ça va faire 0. Car le PI ne sera pas défini, car PI, si on remplace le x par lambda i. Non, mais justement, alors non. Alors, ça, c'est des mauvaises notations, mais c'est quasiment des polynômes de Lagrange que vous avez ici. Alors, je vais le réécrire, mais non, justement. Il faut que tu te rends compte de quelque chose. Ah ouais, donc c'est vraiment... En fait, c'est vraiment... Ce qui vous pose le plus de mal, c'est les notations du sujet, en fait. Hein. C'est clairement ça. Ça, par exemple, 1 sur QI de lambda i, je me dis indéfini. Je dis pourquoi. Alors, ok, d'accord, donc c'est les... Ok, d'accord. De toute façon, c'est la réponse de la question 14, donc je peux mettre le reste de la question pour qu'on voit ce que c'est. Ok. Alors, allons-y. Donc, qu'est-ce que... Oui. En fait, alors, et là, c'est toujours... Alors, pour moi, c'est quasiment toujours la même chose qui va pas. Vous n'enchaînez pas bien les questions. Vous m'avez dit, c'est pas besoin de faire la question 13. Ok, c'est quoi la réponse de la question 13? Diagonalisable, donc polynôme minimal est degré inférieur à celui de son... Non. Degré inférieur à celui de son polynôme caractéristique. Ah, c'est toujours le cas. Donc, diagonalisable, c'est pas ça, justement. Il vous manque... Les valeurs propres sont distinctes. Alors non, justement, une matrice peut être diagonalisable sans que toutes ses valeurs propres soient distinctes. Ici, ils ont dit qu'elles sont distinctes. Pas besoin de diagonalisable. Non, ils ont m valeurs propres alors que la matrice, elle est en taille...
on note lambda 1, lambda m, c'est ces valeurs propres distinctes, mais on est sur des endomorphismes en dimension grand N, non? De dimension finie, donc c'est pas précis, mais on est en dimension grand N. Enfin, la dimension grand N est différente de m, le nombre de valeurs propres, et du coup, c'est juste pour m, on sait juste qu'il est inférieur ou égal à n, mais on n'a pas forcément égalité. Il n'y a pas que des valeurs propres simples. On note les m valeurs propres distinctes. Oui, justement. Parce que c'est diagonale. On a une matrice et diagonale, on a un point de cours qui dit c'est si et seulement si elle admet un polynôme annulateur scindé à racine simple. Ça, c'est un. Et du coup, puisque s'il y a un polynôme annulateur scindé à racine simple, puisque pi c'est le polynôme minimal, pi divise ce polynôme. Donc pi doit être plus petit que ça, mais pi doit avoir aussi toutes les valeurs propres comme racine. Forcément. À cause même du lemme de décomposition des noyaux, tout simplement. Donc du coup, pi c'est forcément un polynôme qui est de degré, enfin qui n'a qu'une seule fois toutes les valeurs propres. Et puisque pi a comme coefficient dominant 1, parce que c'est dans la définition du polynôme minimal, pi c'est le produit pour i égale 1 à m des x moins lambda i. Du coup, quand on vous définit ça, c'est où? Ici. Il ne faut pas le voir comme je divise par x moins lambda i. Ceci, ça devient le produit pour j différent de i, j allant de 1 jusqu'à m, des x moins lambda j. On a enlevé juste le terme en x moins lambda i. Mais c'est le produit de tous les autres. Et ça ressemble beaucoup à des polynômes de Lagrange qui interpolent sur les points lambda i. Ok. Et donc ce qu'ils appellent θi qui est 1 sur qi de lambda i, c'est donc 1 sur le produit pour j égale 1 à m des j différents de i des lambda i moins lambda j. Et là, et ce coefficient θi, en fait, c'est ce qui vient en faire des vrais polynômes de Lagrange, en fait. Sans le dire. Donc, j'avoue que, alors, moi, quand j'ai lu la question que vous m'avez parlé du sujet, j'ai dit, j'ai adoré ces questions-là, parce que j'ai dit, oh, c'est des filous, ils font des polynômes de Lagrange sans le dire aux étudiants, est-ce qu'ils vont réussir à le voir et à s'en sortir? Eh ben, je m'attendais pas à ce que, je l'ai vu direct, donc je m'attendais pas à ce que ce soit un problème, mais c'était un vrai problème de notation pour vous, du coup. Ok. Donc, donner sans détail la décomposition en éléments simples de 1 sur pi. Alors, on va pas le faire sans détail, mais, enfin, du coup, je vous la fais, on est d'accord? Ce que vous devez savoir, c'est que pi du coup, puisque pi c'est un produit c'est que des racines simples, vous devez savoir que pi ça va être la somme pour i égale 1 à m des alpha i sur x moins lambda i. Pardon, pas pi 1 sur pi excusez-moi, l'inverse. On est d'accord? Le 1 sur le produit des x moins lambda i, ça doit être une somme. Et là, c'est toute la question. En méthode générale, comment on calcule les alpha i? Comment vous me calculez le terme alpha i dans un... Par exemple, si on veut la alpha a, ouais. on multiplie l'égalité qui est là. X moins alpha a. Ouais. On l'enlève de pi, après on injecte déjà tout le... Ben, c'est ça. Donc je vais prendre la relation 1, je vais la multiplier par x moins alpha... pardon, pas alpha. Lambda i. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que mon 1 sur pi va devenir le produit pour tous les j allant de 1 à m, mais j ne va... Il n'y aura plus de i dedans parce que je l'ai enlevé. Des x moins lambda j. Et ça va faire la somme des alpha i x moins... bah justement, non, il faut que je mette des j là. Pour j égale 1 à m. Vu que j'ai multiplié par lambda i, je ne peux plus utiliser i comme indice en fait, sur x moins lambda j. Si on injecte lambda i là-dedans, ça fait que tous les termes sont nuls. Alors ça fait que ici, bah, je vais me retrouver avec le fameux, ici à gauche, bah, mon terme ça va être le fameux, si j'injecte lambda i. À gauche, je vais me retrouver avec mon fameux θi, vu que c'est bien le produit pour tous les j différents de i des lambda i. Et à droite, il va juste me rester le alpha i.
Donc, en fait, ce qu'il voulait vous faire dire, même si c'est pas du cours, pour moi, il faut faire ce petit raisonnement-là, c'est que 1 sur pi u, c'est la somme pour i égale 1 à n des θ i sur x moins lambda i. Ok? Puis démontrer que les projecteurs associés à u sont pi qui vaut qi de u sur qi de lambda i. En fait, ici, puisque le PI, c'est le RI rond QI de U, Ouais. on se dit, puisque c'est pour tout RI dans la décomposition de Bézout, et on ne sait pas si on peut utiliser les résultats de partie 1. En premier entrée, on peut juste poser le RI, c'est 1 sur QI rond RI. Ah bah non, c'est plus un polynôme. Non, c'est pas... Non, non, Attendez. Puis démontrer, donc, trouver une décomposition, puis démontrer que les projecteurs associés à U sont PI de QI de U sur QI de lambda I. Qu'est-ce qu'ils veulent nous faire? Là, il faut que je réfléchisse un petit peu, je l'ai plus. Alors, il faut que je remonte dans les notations, je remonte dans ma page. QI, c'est pi U sur PI. Donc, QI de U, c'est tout le polynôme annulateur. Ils veulent pas faire du 1 sur 1 sur, c'est moche. C'est très bête. On note toujours ça, donc le QI c'est le même, θi c'est ça. Alors c'est un puits démontré, donc c'est déjà pas à en déduire forcément, c'est peut-être deux choses différentes, donc il faut peut-être que j'arrête de réfléchir à quoi ça aide. Mais ceci... QI de U c'est pi U sur PI, PI c'est x moins lambda I. Ah, attendez, je l'ai. Ouais, ok. Ouais, c'est bon, je l'ai. Oh, c'était... Si. Alors, ok. Bon, celle-là, elle est un poil plus dure. J'avais du mal à la voir. On a gagné juste avec ça. Justement. PI, c'est QI rond RI. Et on oublie le reste. QI rond RI, c'est le produit des deux termes qui arrive dans la décomposition de Bezout. Qu'est-ce qu'il suffit d'écrire pour avoir une décomposition de Bezout? Il faut une somme de polynômes qui soit égale à... Vous voyez pas comment on va obtenir une somme de polynômes qui est égale à 1? Ouais. On multiplie par pi u. Ça fait 1 qui vaut la somme pour i égale 1 à n des θi fois pi u divisé par x moins lambda i. Sauf que pi u divisé par x moins lambda i, c'est le polynôme pi. Donc forcément, ri c'est celui-là. Et là on a la preuve. C'est pas on pose ri qui vaut, c'est on a prouvé que ri c'est le θi. Ok? Ah si, les pays sont premiers entre eux, vu que c'est pas... Alors, ça aussi, autre raisonnement, pourquoi ces polynômes sont premiers entre eux? Ils n'ont pas les mêmes racines. Deux polynômes sont premiers entre eux s'ils ne partagent pas de racines. Ok? Donc c'est juste ça. Ça vous va pour la 14? C'est pour écrire pays égale à ça. Si on conclut. Question rédaction. Je vais conclure à ça, par exemple. Ben alors,
alors ça c'est un truc qu'il faut... Oula, attends, c'est pas ça que je cherche, c'est ça. Bah ça c'est juste... Là j'ai repris juste la définition, ça c'est la définition de pays. Donc, d'après la relation de Bezout, on sait que les RI ce sont les θi. Et du coup, par définition, pays c'est RI de U rond QI de U. Donc c'est θi fois... Et il fallait trouver quoi? Fois QI. Bah... fois, oui, voilà, fois QI de U. Et non, la dernière chose, c'est qu'il fallait dire que θi, c'est QI de U sur QI de lambda I. Et c'est tout. Enfin, c'est juste une histoire de notation. Enfin, il n'y a rien de... C'est vraiment juste une histoire de notation. Donc ça, c'était... Ah, la Q15, ça, vous avez su la faire ou pas? Elle m'intéresse. C'est celle où... J'étais content de moi quand je l'ai faite, parce que... Enfin, quand j'ai réfléchi, parce que j'ai dit, mais comment ils vont faire? Et après, j'ai réfléchi autrement et c'est vachement plus facile. Je ne sais pas comment utiliser. Ils ont dit d'utiliser la décomposition spectrale de U. De quoi ils ont dit d'utiliser la décomposition spectrale de U? Non, parce qu'ils l'ont donné. Ça veut dire, si on fait sa preuve avant de faire le X égal. Est-ce qu'on a le droit? De quoi? De prouver que U c'est la somme des lambda IPI avant de montrer l'égalité? Oui. Pourquoi utiliser? Ah, si vous... C'est en utilisant le fait que X est égal? Non, on prouve le U égale la somme de lambda IPI. Et après, on prouve le X. Car si on prouve la deuxième, on peut remplacer PI par QI de U divisé par Q de lambda I. Non, ça c'est bon. La partie dure, c'est le début. La partie dure, c'est la première partie. Ah oui, non, c'est la deuxième partie, justement. C'est faut utiliser la première partie. Tu as le droit de dire j'admets la première partie de la question, et en injectant à la place de grand X U, c'est plutôt ça, tu obtiens la deuxième partie. La deuxième partie, c'est vraiment que ça. Mais ça vaut qu'un point, la deuxième partie. Tout le truc, c'est la première partie. Comment vous avez fait? Moi, ça m'intéresse parce que j'ai eu une très mauvaise idée. Et après, je l'ai corrigée. Mais moi, mon idée de base, elle est mauvaise là-dessus. Je repars. Hein. Moi, ça me paraît évident de ce qu'il faut faire. On vient de montrer que les pays, c'est QI de U. Alors, ouais. C'est QI de U sur QI de lambda I, vous êtes d'accord? Et la somme des pays, ça fait l'identité. Ou si je reviens en polynôme, on sait en fait, c'est le principe de la relation de Bezout. Moi, ce que j'ai fait au départ, on va en parler juste après, j'ai dit que, je repars de la relation de Bezout. En fait, 1, c'est juste la somme pour I égale 1 à M des pays. C'est pas juste ça ce que dit la relation du dessus? Avec pays, non, il y a un truc qui va pas. Non, ça c'était QI, je crois. J'ai une notation qui va pas, ça c'est QI, pardon. Mais on a que 1, c'est la somme des pays. Et il faut prouver que X c'est ou même que 1, si vous voulez, je préfère, je peux l'écrire comme ça, que 1 c'est la somme pour I égale 1 à M des QI de X sur QI de lambda I, si vous voulez. Comment vous allez me prouver X égale quelque chose? Moi j'ai une première idée qui me paraissait évidente et qui est mauvaise. Ma première idée, bon, si vous en avez pas, moi je vais vous en donner. Moi, ma première idée, c'est de multiplier ça par X. Si je multiplie ça par X, ça me faisait X égale ça, et je rajoutais un X ici. Et là, j'ai réfléchi, je fais, mais je sais pas comment je vais faire pour montrer que c'est vrai. Enfin, parce que j'arrivais pas à faire disparaître le X, parce qu'il y a un autre truc qui apparaît dans votre calcul, mais il n'y a pas de X. Ah, il y a un lambda I, ouais, j'arrivais pas à remplacer mon X par un lambda I. Du coup, j'ai fait autre chose. Un autre raisonnement qui est très très bête, et qui est lié à un raisonnement de polynôme classique. Comment vous montrez que deux polynômes sont égaux? Là, il faut montrer que x est égal à un autre polynôme. Comment vous montrez que deux polynômes p et q sont égaux? Pardon? Alors, égalité des coefficients, je suis d'accord, mais là, par exemple, le polynôme q, c'est un produit des x moins lambda i. Donc il s'écrit sous forme de produit. Donc, j'ai pas trop accès à ces coefficients, mais j'ai beaucoup plus accès à ces racines.
Alors, justement, deux polynômes sont égaux, ça on peut le rappeler, mais c'est vraiment l'idée qui pour moi est beaucoup plus facile. P et Q sont égaux. Si quoi sur leur racine? S'ils ont une racine commune, si, par exemple, S'ils ont une seule racine commune, ils sont égaux. tous les racines sont égaux. Donc si ça annule P, ça doit annuler Q, puisque c'est égaux. Ok, donc c'est si pour tout. Alors je vais mettre xi, p de xi. Alors si ça annule l'un, ça annule l'autre, enfin s'ils ont les mêmes racines, ou même si ils ont même valeur, parce que ça veut dire que la différence des deux est nulle. Mais il me faut combien de xi? Bah c'est quel que soit i, bah il m'en faut 1 jusqu'au max, enfin ouais, alors ils vont forcément après être de même degré, hein, mais il m'en faut plus, pardon, je suis bête, je dis quelque chose de faux. Il faut que j'en ai plus que le degré. C'est-à-dire qu'il m'en faut une de plus. Encore une fois, le polynôme nul, c'est le seul polynôme de degré inférieur ou égal à n qui a n plus une racine. Est-ce que vous êtes d'accord avec le plus 1 qu'il faut? Enfin, il faut juste qu'il y ait plus de racines que le degré de mes polynômes. Ok. Sauf que QI, je rappelle que QI, c'est pi divisé par x moins lambda i. Du coup, QI, il est dans Rm, parce que pi était de degré m, vu qu'il est l'effet de m terme, celui-là, il est dans Rm-1 crochet x. On est d'accord? Donc, tous nos polynômes, quand j'écris, en gros, quand j'écris la somme pour i égale 1 à n, à m, pardon, des lambda i QI de x sur QI de lambda i, j'écris que ceci, ce polynôme-là, si je l'appelle, je sais pas, je l'appelle R pour lui donner une autre lettre. Non, R c'est déjà utilisé dans le sujet, je l'appelle S. Ce polynôme S, ceci est bien un polynôme comme une somme de polynômes de Rm-1 crochet x, c'est bien un polynôme de Rm-1 crochet x. J'appelle T, c'est très bête, mais c'est juste pour vous faire comprendre ce que je veux dire. J'appelle T, c'est juste le polynôme x. S et T sont égaux si je leur trouve M points sur lesquels ils ont la même valeur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ou alors, autre façon de lire, S moins T est nul, donc ça veut dire que S est égal à T, si je trouve M racines au polynôme S moins T. Donc je peux le faire. Je vais calculer S moins T, et ça, vu que je veux M racines, je vais calculer quel que soit I appartenant à un M, je vais aller calculer S moins T pris en lambda I. Donc bien sûr, ça va faire S de lambda I moins T de lambda I. T de lambda I, c'est le polynôme X, donc ça va faire du moins lambda I. Et le S de lambda I, ça va faire la somme pour I égale 1 à M des lambda I de QI de lambda I divisé par QI de lambda I. Non, il y a un truc qui va pas, pardon, excusez-moi, je peux pas. Je dois changer. Ça ne peut pas être I vu que je calcule en un lambda I donné, donc mon indice muet peut pas être I. Donc c'est la somme des QJ de lambda I sur QJ de lambda J. Pris en lambda I. Ok? Sauf que ceci, c'est les polynômes de Lagrange, ça fait 0 si J n'est pas égal à I. Du coup, au final, ceci, il me reste qu'un seul terme dans cette somme, il me reste que lambda I sur QI de lambda I divisé par QI de lambda I, ce qui va faire 1. Enfin, je le barre pour dire que ça fait 1 moins lambda I, ça fait bien 0. J'ai trouvé M racine à un polynôme de degré M-1, il est nul, donc les deux polynômes S et T sont égaux. Et je suis d'accord avec toi, deux polynômes sont égaux, parce qu'il fallait montrer une égalité de deux polynômes, parce que leurs coefficients sont égaux, mais quand ils s'écrivent sous forme de produit et qu'on connaît bien leurs racines, et c'est un peu tout le raisonnement des polynômes de Lagrange, quand on injecte les valeurs des racines pour simplifier beaucoup de termes dans les calculs. Ok pour cette idée-là? Et donc après, la dernière, c'est juste une... ouais. Et après, question 17. On note, attendez, on note CV l'algèbre des polynômes d'un endomorphisme V. Non, c'est du cours.
Enfin, c'est du cours. C'est pas du cours, c'est pas une propriété de cours, c'est de l'ordre de la preuve de cours, quoi. Quand on a prouvé certaines propriétés, c'est le même genre d'idée. Hop, allons-y. Donc, l'algèbre des polynômes d'un endorphise V d'un espace vectoriel de dimension finie démontrait que la dimension de l'espace vectoriel CV est égale au degré du polynôme minimal pi de l'endomorphisme V. Alors, l'idée c'est juste ça. Donc CV, c'est juste s'il faut d'un C espace vectoriel. Ok. Donc c'est l'ensemble des polynômes en V, on est d'accord, avec P qui est dans C crochet X. Vous êtes d'accord avec ça? On sait que pi V de V, par définition du polynôme minimal, pi V de V fait 0. Vous êtes d'accord avec moi? Du coup, quel que soit P appartenant à C crochet X. En fait, j'essaye de trouver une famille génératrice et je vais prouver qu'elle est libre et donc c'est forcément une base. C'est comme ça que j'ai trouvé que la dimension, enfin pour trouver une dimension, il faut que je trouve une base. Est-ce que vous êtes d'accord? Enfin, j'ai oublié de dire ça, mais c'est ça que je fais. Mais c'est pour ça que c'est quasiment du cours. Qu'est-ce que je vais faire maintenant que j'ai un polynôme annulateur par rapport à n'importe quel polynôme? Comme opération pour essayer de trouver la famille génératrice et le degré, enfin, qui est liée au degré du polynôme minimal. Quelle opération de polynôme je vais faire sur le polynôme P à partir du polynôme minimal? Non. Tiens, alors, autre façon qui est un peu du cours. C'est vraiment, c'est pas le niveau de la preuve, mais juste, tiens, je vais poser une question intermédiaire, mais c'est pour dire, c'est la version, ça n'aide pas. Enfin, c'est vraiment que le début du début, mais j'en avais parlé comme ça, je me rappelle dans le chapitre, parce que c'est un raisonnement que je faisais avec mes anciens étudiants classiques. Ils avaient eux pas besoin d'aller plus loin que ça, et vous avez besoin d'aller plus loin. Donc c'est juste le début du raisonnement. Pourquoi est-ce que CV déjà c'est un espace vectoriel de dimension finie? Alors c'est très bête, c'est parce qu'il est inclus. Un polynôme en V c'est une application linéaire, donc c'est inclus dans L de E, et on sait que L de E il est de dimension n carré. Enfin, de dimension n carré. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Du coup, ce que vous avez dit en classe, c'est un truc tout bête. Pourquoi il y a forcément un polynôme annulateur? Ce qui justifie l'existence du polynôme minimal. Hein. Mais pourquoi il y a forcément un polynôme annulateur? Parce que si je prends la famille identité U, U carré, U cube, U4, jusqu'à U puissance n carré, cette famille est une famille de cardinal n carré plus 1, et elle est forcément, du coup, liée. Et donc, il y a forcément un polynôme annulateur. C'est un peu le même genre d'idée. C'est quoi CV? En fait, c'est vect de 1, x, x carré, x cube, x4, x5, jusqu'à une certaine puissance. Et la puissance qui va arrêter, c'est le degré du polynôme minimal moins 1, si la propriété est vraie. Donc, comment on va le prouver? Et c'est ça l'idée qu'il faut avoir pour faire cette preuve. Il faut faire la division euclidienne de l'un par l'autre. Quel que soit P dans C crochet X, si je peux écrire que P, c'est Q fois pi V, plus un polynôme de reste. Que vérifie le polynôme de reste? Voilà, alors degré de R, il est strictement plus petit que le degré de pi V. Du coup, si je pose le degré de... C'est juste pour me donner une notation, si je dis que le degré de pi V, c'est... souvent le polynôme minimal, on l'appelle de degré D. Ce que je peux dire, c'est que P, c'est Q pi V plus somme pour i égale 0 à d-1 des alpha i x puissance i. Et ce qui permet de dire que P de V, pardon, excusez-moi, c'est l'endorphise, c'est V. P de V, c'est Q de V fois pi de V de V, ce qui va faire 0, plus la somme pour i égale 0 à d-1 des alpha i u puissance i. Donc P de V, c'est juste ce terme-là, ce qui implique que la famille u puissance i pour i allant de 0 jusqu'à d-1 est génératrice
de C de V. Donc maintenant, je peux écrire, à cause de ça, je peux écrire que C de V. Et ça, c'est un truc... C'est pour ça que je dis que ça, c'est presque du cours, parce que, enfin, c'est ça qui fait que tout calcul se fait par rapport au polynôme minimal. C'est vect de id u jusqu'à u puissance d-1. Maintenant, il faut que je montre que cette famille, elle est libre. Sinon, alors, et pour montrer qu'elle est libre, c'est du coup, là, c'est encore une fois du cours. Si la somme des alpha i u puissance i pour i égale 0 à d-1 est égale à 0. Pourquoi ça pose un gros problème? Alors, on va le prouver, mais on va comprendre pourquoi. Alors, si j'appelle... Alors, je vais lui donner encore un nom tordu, QRST-U. Si j'appelle U, c'est... Non, j'ai déjà un petit U. Non, c'est V. Ah, pardon, on est en V ici. Excusez-moi, c'est des V. Justement, je vais appeler grand U le polynôme que je viens de poser. Le polynôme. Je viens de dire à l'instant que ce polynôme-là vérifie, le polynôme U pris en V fait 0. Donc, le polynôme grand U est annulateur de V. Sauf que quel est le degré de grand U? Alors justement, le degré de grand U, il serait de degré inférieur ou égal à d-1. Sauf que le polynôme minimal de V, c'est le polynôme, par définition du polynôme minimal, c'est le polynôme pi V, il est de degré d. Donc le polynôme grand U ne peut pas annuler V, sauf si c'est le polynôme nul. Ouais, il ne peut pas être le polynôme minimal, vu qu'il est de degré strictement plus petit que le polynôme minimal. Donc le seul polynôme annulateur qui reste, c'est le polynôme nul. Enfin, le polynôme nul, il annule tout. Mais le seul polynôme de degré strictement plus petit que d qui annule V, c'est le polynôme nul. Du coup, les coefficients du polynôme nul, c'est 0, 0, 0. Tous les alpha i sont nuls, la famille est libre. Est-ce que ça vous va si je l'écris pas avec ce qu'on a dit? L'idée, c'était vraiment que... Donc, c'est toujours la même chose. On considère le polynôme minimal qui est de degré d. Si vous avez regardé les preuves qu'on a fait autour du polynôme minimal, il y a des choses qui ressemblent à ça dans les preuves. Du coup, on peut dire que clairement, l'espace des polynômes est généré par les puissances jusqu'à en dessous en faisant une division euclidienne. C'est la première idée. Et la deuxième idée, c'est, du coup, maintenant que je sais que c'est toutes les puissances qui vont juste en dessous, je peux pas avoir de relation de liaison dans mes puissances, sinon c'est que j'ai un polynôme minimal de degré strictement plus petit que ce que j'avais supposé. Ok? Ça vous va pour cette question 17? Est-ce qu'il y a d'autres choses? La question 20. Attendez, je relis la suite. On revient au cas diagonalisable, démontrer que la famille... Ouais, ok. Dans le cas d'un endomorphisme non diagonalisable, la famille de projecteurs est-elle toujours une base? Nous avons vu que si U est un endomorphisme de E diagonalisable, il existe M endomorphisme non nul, tel que pour tout U, on est... Ouais, ok, d'accord. Nous allons étudier la réciproque. Soit U un endomorphisme, et on suppose qu'il existe M endomorphisme non nul Fi et M complexe lambda I, tel que pour tout entier naturel Q, on est ça. Démontrer que U est diagonalisable. À froid, je sais pas, on va réfléchir 10 secondes parce que... Hop, je passe là, je change de page. Voilà. Donc si U est diagonalisable, on a trouvé U qui vérifie ça. Donc on veut vérifier, il faut montrer que U est diagonalisable. Du coup, soyons clairs, pour prouver ça, justement, alors reprenons, c'est pour vous guider sur... Ouais, ok, ça y est, je l'ai. Comment on a prouvé le sens direct à travers toutes les autres questions du sujet? Comment on a... Alors, ça, ils l'ont un peu admis, parce qu'on ne l'a pas trop utilisé dans le sujet, mais ce qu'on a surtout, nous, prouvé, c'est ça.
Et après, c'est juste si ça c'est vrai, je vous assure que par récurrence, on peut prouver que pour toutes les puissances de Q, on a la propriété qui est juste au-dessus. Comment on a prouvé ça? Bah, c'est ce qu'on a fait ensemble il n'y a pas longtemps, là, c'est la question 15, non, c'était pas celle-là? Si, on l'a prouvé à la question 15. Comment on a prouvé la question 15 en s'appuyant sur la question 14? Comment on a prouvé la question 14 en s'appuyant sur la question 13? La question 13 qui nous disait quoi? Que le polynôme minimal de U, c'était, puisque c'était diagonalisable, le polynôme minimal était le produit des x moins lambda i. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on revient. Donc je reviens sur mon exo, parce que j'ai eu du mal sur l'idée, mais maintenant je l'ai. Comme quoi c'est ça. Donc comment on a prouvé que ça c'était vrai? En prouvant, tout est parti du fait que pi u c'était le produit des x moins lambda i. Comment on va montrer que ce polynôme est diagonalisable? En montrant que le polynôme produit des x moins lambda i annule u. Si je montre ça, ce polynôme est annulateur. S'il est annulateur, c'est le polynôme minimal. Enfin, parce que du coup, il est scindé à racine simple, etc., et qu'il possède toutes les valeurs propres. Et du coup, ou même, il possède un polynôme annulateur scindé à racine simple, donc instantanément, la matrice est diagonalisable. Comment je vais montrer que le polynôme qui est là, alors, je vais pas l'appeler pi u pour le moment, parce qu'on ne sait pas que c'est le polynôme minimal. Je vais l'appeler p, comment on va savoir que p annule u? Ben, il faut calculer p de u. Comment on va pas calculer p de u? Bah c'est... on peut le voir... Oui. Attendez, il y a un truc qui me va pas. Si, ok, c'est bon. Ouais, il faut que j'écrive un truc avant. Ouais, c'est là où j'ai l'idée maintenant. Puisqu'on a ça, on est... Alors, je veux calculer P de U. Alors, je ne connais pas sa décomposition, mais je sais que P degré de P, c'est M. Il y a M valeur propre, on est d'accord? Donc, je peux écrire que P de U, c'est une somme pour I égale 0 jusqu'à M des alpha I x puissance I préant U. Vous êtes d'accord avec moi? J'ai pas ces coefficients, mais je peux l'écrire comme ça. Il existe des coefficients pour dire qu'il se décompose jusqu'à la puissance m, vu qu'il est de degré m. Du coup, ça je peux juste dire, c'est juste pour vous montrer, c'est la somme pour i égale 0 à m des alpha i fois la somme pour j égale 1 à m, vu que ça fait u puissance i en fait ça, des lambda j puissance i fois fj. J'inverse mes sommes. Ça fait la somme pour j égale 1 à m. Je vais l'écrire comme ça, des fj, c'est juste pour qu'on le voit mieux. Fois la somme pour i égale 0 à m des alpha i lambda j puissance i. Et même si ma notation que j'ai introduite là, elle est artificielle vu qu'elle est théorique, ceci, c'est juste p de lambda j. Donc en fait, ce que je viens de dire, c'est que p de u, c'est la somme pour j égale 1 à m. Je vais plutôt l'écrire dans le bon sens, vu que c'est mieux de mettre le réel devant après l'application linéaire. C'est la somme des p de lambda j fois fj. Sauf que le p que j'ai choisi, le polynôme p que j'ai choisi, c'est le polynôme produit des x moins lambda i. Donc p de lambda j, quel que soit j, ici, ce truc-là, ça fait 0. Donc p de u fait 0. Donc p annule U. U possède un polynôme annulateur scindé à racine simple, donc c'est ça. Alors, ce qui m'a guidé sur la question, parce qu'elle me paraissait très très dure, c'est le fait, on veut essayer de prouver la réciproque de ce qu'on a prouvé. Donc j'ai essayé de reprendre le raisonnement de quel est le raisonnement qui a permis de prouver ça. Ce qui a permis de prouver ça, c'était que pi u était scindé à racine simple tout à l'heure. Donc je vais essayer de prouver que ce même polynôme pi u, que je connais, est annulateur. Pour prouver, alors, j'ai pas prouvé que c'était le polynôme minimal, parce que si ça se trouve là-dedans, il y a peut-être des lambda i qui ne sont pas leurs propres, donc on peut pas, c'est pas une vraie réciproque dans le sens où j'ai pas prouvé que c'était le polynôme minimal, mais enfin c'est la réciproque de ce qu'il voulait, démontrer que u est